Chapitre 1. Les fondations se fissurent. Le major Jack Ford avait bâti sa vie sur 3 piliers, le devoir, la famille et l'honneur. 22 ans de mariage avec Teresa Ford, 16 ans passés à élever leur fille Emma et 18 ans de service militaire distingué lui avaient donné le sentiment d'une fondation inébranlable. Cette fondation commença à s'effriter un mardi matin dans la tente de son commandant, dans l'est de la Syrie. Jack était un officier des opérations spéciales, bâti comme un secondeur, avec des yeux gris acier, ayant trop combattu. Ses mains, marquées par des années de guerre, tenaient bon tandis qu'il examinait les rapports de renseignement. À 45 ans, il imposait le respect par son autorité discrète plutôt que par ses postures tapageuses. Son équipe le surnommait l'architecte, non pas pour son esprit stratégique, pourtant redoutable, mais pour sa capacité à démanteler méthodiquement les opérations ennemies, pièce par pièce. Le téléphone satellite sonna à 0800 heures. Jack jeta un coup d'œil à l'identification de l'appelant. Hôpital général de Cedar Hills. Major Ford à l'appareil. Monsieur, ici le docteur Patricia Reynolds, hôpital général de Cedar Hills. J'appelle au sujet de votre fille, Emma Ford. Elle a été admise avec de graves blessures. Le sang de Jack s'est glacé. Que s'est-il passé? 3 côtes cassées, une grave commotion cérébrale et de multiples contusions. Monsieur, je dois vous informer que les blessures correspondent à une agression délibérée. La tente sembla se rétrécir autour de lui. Passez-lui le téléphone. Au bout d'un moment, la voix d'Emma se fit entendre, faible et tremblante. Papa, je suis là, mon cœur. Dis-moi ce qui s'est passé. À travers des sanglots entrecoupés, la vérité éclata. Le nouveau petit ami de maman, Rick Savage. Il a essayé de me forcer. La voix d'Emma se brisa complètement. Comme je refusais, il s'est mis en colère. Il a dit que j'étais irrespectueuse. Il m'a donné des coups de pied et n'a rien fait. La vision de Jack est devenue rouge. Où est votre mère? Elle était là, papa. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle m'a dit que j'aurais dû faire ce qu'il a dit. Elle a dit, je l'ai cherché. Le téléphone glissa des mains tremblantes de Jack. Son commandant, le colonel Pete Clayton, s'approcha prudemment. Jack, tout va bien? Sans un mot, Jack prit le téléphone. Docteur Reynolds, ici le major Ford. Vous veillez sur ma fille. Peu importe le prix. Sécurité privée, chambre particulière, peu importe. Et docteur, si quelqu'un tente de la sortir de cet hôpital contre son gré, appelez immédiatement la police. Le colonel Clayton avait servi aux côtés de Jack pendant 8 ans. Il n'avait jamais vu cet homme perdre le contrôle, mais il vit alors quelque chose de fondamental se lire dans le regard de son ami. Pete, dit Jack d'une voix d'un calme mortel. J'ai besoin d'une permission d'urgence. Jack, nous sommes à 3 jours d'une opération majeure. Ma mission est annulée. J'ai besoin du Black Hawk. Clayton examina le visage de son ami et hocha la tête. Il avait déjà vu ce regard chez des soldats qui avaient franchi une ligne qu'ils ne pourraient jamais franchir. L'oiseau est à vous. Que voulez-vous savoir? Jack était déjà en mouvement, son esprit passant en mode opérationnel. Tout sur Rick Savage. Je veux son passé, ses associés, ses habitudes. Je veux savoir ce qu'il mange au petit déjeuner et comment il prend son café. Et Teresa. Jack s'arrêta devant le rabat de la tente. Ma femme avait cessé d'exister au moment où elle l'avait choisi plutôt que notre fille. Alors que le Black Hawk décollait, Jack contemplait le désert et commençait à planifier. L'architecte rentrait et il allait construire quelque chose de magnifique, une destruction parfaitement orchestrée de tous ceux qui avaient trahi sa famille. Chapitre 2, le retour. Jack arriva à l'hôpital général de Cedar Hills à 23 heures, toujours en treillis de combat. Les néons de l'hôpital projetaient des ombres crues sur son visage tandis qu'il arpentait les couloirs. Le docteur Reynolds l'accueillit à la porte d'Emma, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant qui ne dissimulait pas tout à fait son inquiétude. Major Ford, je dois vous préparer. Votre fille a subi un traumatisme important, tant physique que psychologique. Jack hocha brièvement la tête. Où est ma femme? Elle est partie environ 2 heures après l'admission d'Emma. Elle avait dit qu'elle reviendrait. Jack serra les mâchoires. C'était il y a 18 heures. Emma était réveillée quand il entra, le visage couvert de bleu.
La vue de sa fille brisée faillit briser son contrôle soigneusement conservé. Il s'assit près de son lit et prit sa petite main dans sa blessure de guerre. « Eh, ma chérie. Papa, je suis vraiment désolé. Arrête-toi. » Sa voix était douce mais ferme. « Tu n'as rien à te reprocher. Rien. Tu me comprends ?» Emma hocha la tête, les larmes aux yeux. « Tu restes ? » ?»« Je ne vais nulle part. » Jacques lui serra la main. « Parle-moi de Rick Savage. Depuis combien de temps est-il là ? » Environ 6 mois. Maman l'a rencontré dans cette nouvelle salle de sport en centre-ville, Iron Temple. Il est vraiment fort, papa. Et méchant. Il oblige maman à faire des choses. Jacques classait chaque détail. Salle de sport Iron Temple depuis 6 mois. Quel genre de choses ? Il contrôle tout l'argent maintenant. Maman doit tout lui demander. Et il la fait s'habiller différemment, agir différemment. Elle n'est plus maman. Une infirmière frappa et entra. Une jeune femme aux cheveux auburn et au regard perçant. Son badge indiquait « Nancy Franco, infirmière ». « Monsieur Ford, je m'appelle Nancy. Je m'occupe d'Emma. » Elle jeta un regard prudent autour d'elle avant de se pencher. « J'ai quelque chose à vous dire. Votre femme est revenue il y a environ 1 heure avec cet homme, Rick. Ils ont exigé de ramener Emma chez elle. Je leur ai dit qu'elle devait rester en observation, mais ils sont devenus agressifs. » La voix de Jacques s'est réduite à un murmure. « Où sont-ils maintenant ? » La sécurité les a escortés dehors. « Mais monsieur, cet homme, il a menacé Emma, il a dit qu'elle apprendrait le respect à son retour. » Jacques s'est levé lentement. « Nancy, j'ai besoin que vous m'ajoutiez à la liste des visiteurs autorisés d'Emma et que vous retiriez Teresa Ford. Pouvez-vous le faire ? » « Ah oui, monsieur. En tant que père, vous avez cette autorité. » « Bien. Emma ne partira nulle part tant que je ne lui en aurai pas donné l'autorisation. » Jacques s'est tourné vers sa fille. « Ma chérie, je dois m'occuper de certaines choses. New York va bien prendre soin de toi et j'ai prévu la sécurité. Tu es en sécurité maintenant. » Emma lui prit la main. « Papa, fais attention. Rick, il n'est pas normal. Il me fait peur. » Jacques l'embrassa sur le front. « Il devrait avoir peur de moi. » À la sortie de l'hôpital, Jacques appela son ancien coéquipier, Tony Shaw, qui travaillait maintenant dans la sécurité privée dans le civil. « Tony, c'est Jacques. J'ai besoin d'une faveur. Appelez-la patron. J'ai besoin d'une protection rapprochée pour ma fille à Cedar Hills Général. 24 heures sur 24. Et Tony. Si quelqu'un essaie de la faire sortir de cet hôpital, arrêtez-le. Peu importe qui c'est. Bien reçu. Autre chose ? » Jacques fixa son reflet dans les portes vitrées de l'hôpital. L'homme qui le regardait n'était pas le mari et le père partis en mission 6 mois plus tôt. C'était quelqu'un de plus dur, de plus froid. « Ouais, j'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur un homme nommé Rick Savage. » Et Tony, celle-ci est personnelle. Chapitre 3. L'enquête. Jacques s'est enregistré dans un hôtel en face du gymnase Iron Temple à 6 heures. De sa fenêtre, il avait une vue imprenable sur l'entrée. Il avait appris que Rick Savage était un être d'habitude, arrivant à la salle de sport chaque matin à 7 heures, partant à 9 heures, puis passant ses journées à gérer ce qui semblait être plusieurs affaires douteuses. Les renseignements recueillis par Tony Shaw dressaient un tableau intéressant. Rick Savage, 38 ans, avait purgé 2 ans de prison pour agression, dirigé un réseau de combat clandestin et entretenu des liens avec plusieurs individus peu recommandables. Plus important encore, il vivait chez Jacques, dormait dans son lit et avait réussi à convaincre Teresa de signer une procuration. Jacques passa 3 jours à observer, à identifier des schémas et à établir un profil complet. Rick était fort, mais indiscipliné, agressif, mais prévisible. Il s'entourait de flagorneurs et traitait chacun soit comme une menace à éliminer, soit comme un instrument à utiliser. Le jeudi matin, la surveillance de Jacques porta ses fruits. Il vit Teresa sortir de chez lui, marchant différemment, plus petite, plus prudente. Elle avait perdu du poids, et sa posture habituelle, assurée, avait laissé place à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Son téléphone vibra. « Dr Reynolds, Major Ford, votre fille vous demande. Sachez aussi que votre femme a appelé 6 fois pour demander la libération d'Emma. » «
À chaque fois, elle était avec cet homme. J'arrive. À l'hôpital, Jacques trouva Emma assise, l'air plus forte. Nancy Franco vérifiait ses constantes et elles avaient clairement tissé des liens. Papa. Le visage d'Emma s'illumina en le voyant. Comment vous sentez-vous, ma chérie? Mieux. Le docteur Reynolds dit que je peux rentrer demain, mais le visage d'Emma se décomposa. Je ne veux pas y retourner. Pas avec lui. Jacques s'assit à côté d'elle. Vous n'y retournerez pas. J'ai pris des dispositions. Mais où vais-je vivre? Avec moi? Je prends un congé de l'armée. Il est temps de changer de carrière de toute façon. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Sérieusement? Vous quitteriez l'armée pour moi? Ma chérie, je brûlerai le monde pour vous. Nancy Franco s'approcha doucement. Monsieur Ford, puis-je vous parler en privé? Dans le couloir, Nancy jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Je ne devrais probablement pas te le dire, mais ta femme et cet homme complotaient quelque chose. Je les ai entendus hier. Quelque chose à propos de donner une leçon permanente à Emma et de t'assurer que tu restes en dehors de leurs affaires. Le sang de Jacques se glaça. Qu'ont-ils dit exactement? L'homme, Rick. Il a dit qu'Emma devait apprendre sa place et que la petite fille à papa ne serait plus un problème très longtemps. Ta femme? Elle était d'accord. Jacques regarda par la fenêtre de l'hôpital, son esprit assimilant cette nouvelle information. Teresa n'avait pas simplement choisi Rick plutôt qu'Emma. Elle participait activement à des projets visant à faire du mal à leur fille. Nancy, depuis combien de temps êtes-vous infirmière? 8 ans. Quoi? Vous avez déjà vu des cas de maltraitance? Trop. Avez-vous déjà vu une mère participer activement à la planification de violences envers son propre enfant? Le visage de New York s'assombrit une fois. Cela ne s'est pas bien terminé pour personne. Jacques hocha la tête d'un air sombre. Merci de me l'avoir dit. Et Nancy, tout ce que vous avez partagé reste entre nous. Bien sûr, Jacques retourna dans la chambre d'Emma, l'esprit déjà en train d'élaborer des plans. L'architecte concevait quelque chose de complexe. Pas seulement une vengeance, mais une restructuration complète du champ de bataille. Rick, Savage et Teresa pensaient avoir affaire à un père soldat distant. Ils ignoraient qu'ils avaient réveillé quelque chose de bien plus dangereux. Emma, on va s'en sortir, mais j'ai besoin que tu sois courageuse encore un peu. J'ai confiance en toi, papa. Jacques lui serra la main. Tant mieux, parce que papa part à la guerre. Chapitre 4. Le piège commence. Le premier geste de Jacques fut d'une simplicité trompeuse. Il appela son avocat, Christopher O'Brien, un ancien officier du JAG spécialisé en droit de la famille et réputé pour ses solutions créatives. Chris, j'ai besoin d'une audience d'urgence pour la garde des enfants, et vite. Jacques, je croyais que tu étais déployé. Congé d'urgence. Ma fille a été agressée par le petit ami de ma femme. J'ai besoin de la garde exclusive et de la suspension des droits parentaux de Teresa dans l'attente d'une enquête. Bon sang. D'accord, je peux déposer les documents d'ici demain. Mais Jacques, tu dois savoir que si Teresa peut tester ça, ça pourrait mal tourner. Laisse les choses tourner mal. Je veux que ça tourne mal. La deuxième étape était plus complexe. Jacques avait appris que Rick dirigeait plusieurs entreprises depuis son domicile, dont le réseau de combat clandestin et ce qui semblait être une opération de requin solitaire. Mais plutôt que de signaler ses activités à la police, Jacques a décidé de les utiliser. Il a appelé Clint Jennings, un ancien camarade de l'armée qui travaillait maintenant au renseignement sur le crime organisé pour le FBI. Clint, j'ai besoin d'informations, pas d'action. Peux-tu me dire ce que tu sais des combats clandestins dans la région de Cedar Hills? Jacques, j'ai entendu dire que tu étais à l'étranger. Pourquoi tu me poses des questions personnelles? J'ai juste besoin d'informations. Il y a un réseau dirigé par un certain Savage. Des trucs brutaux. Beaucoup d'argent en jeu. Quoi? Quelle ampleur? On dit qu'il gagne environ 50 000 $ par semaine grâce à ses combats. Des paris à gros enjeux. Du requin solitaire en parallèle. Le genre d'opération qui fait des ennemis rapidement. Jacques sourit d'un air sombre. Quel genre d'ennemis? Ceux qui résolvent les problèmes par la violence. Jacques, peu importe ce que tu penses. Je ne pense à rien. Je cherche juste des informations.
Le troisième geste de Jacques concernait directement Emma. À sa sortie de l'hôpital, au lieu de l'emmener à son hôtel, il l'a conduite dans un petit appartement qu'il avait loué à l'autre bout de la ville. C'est temporaire, expliqua-t-il en montant les escaliers. Le temps que je règle tout. L'appartement était modeste mais confortable, avec vue sur un petit parc. Jacques y avait déjà fait le plein des plats préférés d'Emma et avait pris un professeur particulier pour l'aider à rattraper son retard scolaire. Papa, et maman? Jacques s'assit à côté de sa fille sur le petit canapé. Emma, il faut que tu comprennes quelque chose. Ta mère a fait des choix, de mauvais choix. Pour l'instant, ma seule préoccupation est de te protéger et de t'aider à guérir. La détestes-tu? Jacques réfléchit attentivement à la question. Je déteste ce qu'elle est devenue. Je déteste ce qu'elle a laissé arriver, mais surtout, je déteste qu'elle ait choisi quelqu'un d'autre plutôt que sa propre fille. Emma hocha lentement la tête. Je le déteste, Rick. Je déteste ce qu'il m'a fait, et je déteste ce qu'il a fait à maman. C'est naturel. Mais Emma, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Ne te laisse pas consumer par la haine. Laisse-moi faire. Ce soir-là, Jacques commença à mettre en œuvre la phase suivante de son plan. Il retourna chez lui. La maison où il avait fondé une famille, où il avait embrassé Teresa avant chaque déploiement, où il avait appris à Emma à faire du vélo dans l'allée. La maison était sombre, mais le camion de Rick était garé dans l'allée. Jacques sourit. Parfait. Utilisant des compétences affinées au fil des années d'opérations secrètes, Jacques entra chez lui comme un fantôme. Il entendit des voix dans la chambre, sa chambre. Le rire arrogant de Rick se mêla au rire nerveux de Teresa. Jacques ne monta pas à l'étage. Il se rendit plutôt dans son atelier au sous-sol où il rangeait ses outils et, surtout, son coffre-fort. À l'intérieur se trouvaient des documents, de l'argent liquide et plusieurs objets de son service militaire auxquels les civils n'étaient pas censés avoir accès. Il travailla discrètement pendant 2 heures à installer des dispositifs de surveillance microscopique dans toute la maison. Rick et Teresa n'auraient aucune intimité, aucun secret. Chaque conversation, chaque plan, chaque trahison serait enregistrée. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Jacques entendit des pas à l'étage. Il se figea, tendant l'oreille. Peu importe ce que pense une fille. La voix de Rick résonna dans la maison. Quand elle reviendra, elle apprendra le respect. Et si papa soldat essaie de s'en mêler, il l'apprendra aussi. Rick, on devrait peut-être. Devrait-on quoi? Tu m'as tous aidé, tu te souviens? La maison, les comptes, tout. Ton ex-mari peut aller se faire foutre. Les poings de Jacques se serrèrent. Les appareils d'enregistrement enregistreraient tout. Mais entendre la voix de Rick chez lui, menaçant sa fille, le poussa encore plus loin, au bord du gouffre où il marchait depuis son arrivée. Il partit aussi silencieusement qu'il était entré, non sans avoir laissé un petit cadeau dans le camion de Rick, un traceur GPS qui permettrait à Jacques de surveiller chacun de ses mouvements. De retour à l'appartement, Jacques était assis dans le noir, observant les données de suivi sur son ordinateur portable. Rick et Teresa étaient chez eux, planifiant probablement leur prochaine action. Ils pensaient avoir toutes les cartes en main. Ils ignoraient totalement que la donne avait changé. L'architecte ne planifiait pas seulement leur destruction. Il construisait une machine qui démantèlerait systématiquement tous les aspects de leur vie. Jacques ouvrit une application de communication sécurisée et envoya un message à Tony Shaw. La phase 2 commence demain. Êtes-vous prêt? La réponse fut immédiate. Prêt, patron. Au travail. Chapitre 5. Les titans du web. La guerre de Jacques commença par des frappes de précision destinées à déstabiliser ses ennemis tout en renforçant sa propre position. L'audience pour la garde des enfants était prévue pour vendredi, ce qui lui donnait 3 jours pour mettre en œuvre la phase suivante de son plan. Jeudi matin, Jacques se posta sur le parking du gymnase du temple d'Iron. À cette heure précise, Rick arriva dans son camion, ignorant que chacun de ses mouvements était suivi depuis une semaine. Jacques attendit que Rick disparaisse à l'intérieur, puis passa un coup de fil. Inspectrice Rita Erickson, dites-lui que c'est le major Jacques Ford qui appelle au sujet de l'agression de ma fille. L'inspectrice Erickson était une vétérane de 20 ans, aux cheveux gris courts et à l'attitude neutre de quelqu'un qui avait vu toutes les formes de cruauté humaine. Elle a rencontré Jacques dans un café près du commissariat. Major Ford, j'ai lu le rapport sur l'affaire de votre fille. Je suis désolé que cela soit arrivé à votre famille.
Merci, inspecteur. Je souhaite porter plainte contre Rick Savage. Il faudra qu'Emma fasse une déposition officielle, et je dois vous prévenir, sans témoin, cela devient, il a dit, elle a dit. Jacques fit glisser une tablette sur la table. Et si je vous disais que Rick Savage dirigeait une opération de jeu illégale depuis mon domicile? Et si j'avais des enregistrements audio de lui menaçant ma fille de nouvelles violences? Les sourcils de l'inspectrice Erickson se haussèrent en parcourant les preuves que Jacques avait rassemblées. Où avez-vous trouvé ça? Je suis très bon dans mon travail, inspecteur. La question est, êtes-vous intéressé à arrêter quelqu'un qui frappe des enfants et mène des activités illégales? Si ces preuves sont légitimes, elles le sont. Mais j'ai besoin de quelque chose de votre part. J'ai besoin que vous attendiez après l'audience de garde de demain pour procéder à des arrestations. Pouvez-vous le faire? Erickson observa Jacques attentivement. Major, j'espère que vous ne préparez rien d'illégal. Inspecteur, je suis un soldat. J'obéis aux ordres et je respecte la loi, mais je protège aussi ma famille par tous les moyens nécessaires. Après la réunion, Jacques s'est rendu au tribunal où Christopher O'Brien déposait les documents de garde. Son avocat l'a rencontré sur le parking avec une expression inhabituelle. Jacques, on pourrait avoir un problème. Quel genre de problème? Teresa a engagé un avocat. Donald Steele. Il est cher et impitoyable. On dit qu'ils envisagent de vous déclarer inapte à être parent à cause d'un syndrome de stress post-traumatique dû au service militaire. Le rire de Jacques était glacial. Un syndrome de stress post-traumatique? Qu'ils essaient. Chris, j'ai besoin que vous assigniez à comparaître tous les documents financiers de la maison, y compris les procurations signées par Teresa. Déjà sur le coup, mais Jacques, il y a autre chose. Steele est connu pour ses coups bas. Il pourrait essayer de dépeindre Emma comme un témoin peu fiable. Ensuite, on s'assurera qu'Emma n'est pas à témoigner. Comment se porte ta relation avec la juge Auburn? Elle est juste mais dure. Pourquoi? Parce que je suis sur le point de lui confier une affaire qu'elle n'oubliera jamais. Cet après-midi-là, Jacques rendit visite à Emma à l'appartement. Elle travaillait avec sa tutrice, Nancy Franco, qui avait accepté de l'aider pendant ses heures de repos à l'hôpital. Jacques avait délibérément choisi Nancy, sachant que son témoignage de professionnel de la santé aurait du poids. Comment va-t-elle? Demanda doucement Jacques à Nancy. Mieux. Elle est forte comme son père, mais elle a toujours peur qu'il la fasse repartir. Ça n'arrivera pas. Jacques se tourna vers Emma. Ma chérie, que dirais-tu de rester avec moi pour toujours? Le visage d'Emma s'illumina. Vraiment? Mais maman? Ta mère a fait son choix. Maintenant, je fais le mien. Ce soir-là, Jacques mit en œuvre sa manœuvre la plus sournoise à ce jour. Il rentra chez lui, mais cette fois, il ne se faufila pas. Il franchit la porte d'entrée comme s'il était le propriétaire des lieux, ce qui était toujours le cas légalement. Rick regardait la télévision dans le salon. Teresa était dans la cuisine. Tous deux se figèrent en voyant Jacques. Bonjour, Teresa. Jacques, je te croyais à l'étranger. Congé d'urgence. Ce qui est drôle avec les urgences familiales, c'est qu'elles ont tendance à révéler la vraie nature des gens. Le regard de Jacques se porta sur Rick, qui s'était levé et essayait de paraître intimidant. Alors, tu es le mari célèbre. Rick ricana. Teresa m'a tout raconté sur toi, et Emma m'a tout raconté sur toi. La voix de Jacques resta calme, mais quelque chose dans son ton fit reculer Rick. Regarde, jeune soldat-major. Et toi, regarde, c'est ma maison. Ce sont mes plats dans la cuisine. Ce sont mes meubles sur lesquels tu étais assis. Et surtout, c'est ma fille que tu as hospitalisée. Le visage de Rick s'éclaira. Ta femme m'a invité ici. Elle m'a tout légué. Tu n'as plus aucun droit sur quoi que ce soit. Jacques sourit. C'est bien ce que tu crois. Teresa, montre-moi ces documents. Teresa fouilla dans une pile de papier sur le comptoir. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les tendit à Jacques. Il les parcourut rapidement, son expression immuable. Intéressant. Teresa, les as-tu lus avant de les signer? Rick a tout expliqué. J'en suis sûr. As-tu remarqué que tu as cédé une procuration pour la maison, mais pas la propriété? L'acte est toujours à mon nom exclusif. Le visage de Rick s'est vidé. C'est impossible. Et as-tu remarqué, Teresa,
que tu as cédé l'accès au compte joint, mais pas au compte militaire? Les comptes qui contiennent la plupart de nos biens? Jacques plia les papiers et les mit dans sa poche. Messieurs, en tant que propriétaire, je vous donne 30 minutes pour récupérer vos affaires. Après cela, vous serez en violation de propriété. Tu ne peux pas. Rick s'avança. Jacques ne bougea pas, mais quelque chose dans sa posture changea. Soudain, le salon parut beaucoup plus petit, et Rick parut beaucoup moins intimidant. Rick, tu as envoyé ma fille à l'hôpital. Pour l'instant, je suis remarquablement civilisé. Ne mets pas ma patience à l'épreuve. Teresa, dis-lui. Jacques se tourna vers sa femme, avec qui il était marié depuis 22 ans. Teresa, tu as le choix. Tu peux partir avec lui ou rester et nous essaierons de régler ça. Mais si tu restes, dit Rick, et si tu pars, tu ne reviendras pas. Teresa regarda les deux hommes, les larmes aux yeux. Jacques, je l'aime. Jacques hocha lentement la tête. Alors tu as fait ton choix. Vous avez tous les deux 30 minutes. Tandis que Jacques les regardait faire leur bagage, il n'éprouvait aucune satisfaction, aucune victoire, seulement la froide certitude que la première phase de son plan était terminée. Rick et Teresa pensaient perdre une bataille. Ils ignoraient qu'ils venaient de se lancer dans les prémices d'une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner. Chapitre 6. La guerre pour la garde des enfants. La salle d'audience était bondée vendredi matin. La juge Obernfield, une femme d'une soixantaine d'années austère, aux cheveux argentés et au regard bleu perçant, a ouvert l'audience d'urgence pour la garde à vue. Jacques était assis aux côtés de Christopher O'Brien, tandis que Teresa et Rick étaient aux côtés de Donald Steele, un avocat avisé, vêtu d'un costume coûteux. Emma n'était pas présente. Jacques avait insisté pour qu'elle soit épargnée du traumatisme d'un témoignage. Nancy Franco était assise à la tribune, aux côtés du docteur Reynolds de l'hôpital et de l'inspectrice Rita Erickson. Votre honneur, commença Donald Steele. Nous soutenons que le major Ford est un parent inapte en raison de son service militaire et de ses déploiements prolongés. De plus, son comportement récent montre des signes d'instabilité et de violence potentielle. La juge Field n'avait pas l'air impressionnée. Monsieur Steele, avez-vous des preuves de cette prétendue instabilité? Votre honneur, le major Ford s'est introduit par effraction au domicile de sa femme arrangée, a menacé Monsieur Savage et les a illégalement expulsés des lieux. Christopher O'Brien s'est levé. Votre honneur, le major Ford est entré dans sa propre maison, qui reste exclusivement à son nom. Les documents de procuration de Madame Ford, que nous avons versés au dossier, ne transfèrent pas spécifiquement la propriété. Jacques observa Teresa s'agiter sur son siège. Elle paraissait plus petite, diminuée. Rick, quant à lui, essayait de paraître confiant, mais ne cessait de jeter des regards nerveux vers la porte. Votre honneur, poursuivit O'Brien, nous disposons d'un témoignage médical concernant l'agression d'Emma Ford, de preuves enregistrées de menaces contre l'enfant et de documents attestant des activités criminelles de Monsieur Savage menées depuis le domicile du major Ford. Le juge Field a examiné les documents. Docteur Reynolds, veuillez décrire les blessures d'Emma Ford. Le docteur Reynolds se leva. 3 côtes cassées, grave commotion cérébrale, multiples contusions compatibles avec des coups de pied reçus au sol. Les blessures résultaient sans aucun doute d'une agression délibérée et de l'état mental de l'enfant. Traumatisée, mais en voie de guérison. Elle a exprimé sa crainte de retourner dans un environnement où Monsieur Savage est présent. Donald Steele s'y est opposé. Votre honneur, rien ne prouve que Monsieur Savage soit responsable de ces blessures. Jacques se pencha tandis qu'O'Brien diffusait l'enregistrement audio de ses caméras de surveillance. La voix de Rick menaçait clairement de donner une leçon définitive à Emma, et Teresa reconnaissait que la petite fille de son père ne poserait plus de problème. Le silence retomba dans la salle d'audience. Le visage du juge Field s'assombrit. Madame Ford, est-ce bien votre voix qui accepte de faire du mal à votre fille? Teresa parut effondrée. Votre honneur, je l'étais. Je ne voulais pas dire oui ou non, Madame Ford. Oui, mais Monsieur Steele, votre client a-t-il une explication pour avoir participé à des projets visant à faire du mal à un enfant? Donald Steele chuchota frénétiquement à Teresa avant de répondre. Votre honneur, ma cliente était sous la contrainte du comportement autoritaire de Monsieur Savage. Jacques faillit sourire. Il jetait Rick sous un bus pour sauver Teresa. Mais O'Brien était prêt. Votre honneur, si Madame Ford était effectivement sous la contrainte, pourquoi n'a-t-elle pas signalé les abus de Monsieur Savage sur sa fille?
Pourquoi n'a-t-elle pas cherché de l'aide? Au lieu de cela, elle a participé à la planification de nouveaux actes de violence. Le juge Field a étudié les preuves pendant de longues minutes. J'en ai assez vu. La garde d'urgence est accordée au Major Ford. Les droits parentaux de Madame Ford sont suspendus dans l'attente d'une enquête approfondie des services de protection de l'enfance. De plus, je délivre une ordonnance restrictive interdisant à Monsieur Savage de s'approcher à moins de 150 mètres d'Emma Ford. Rick s'est levé d'un bond. Cet enfant ment. Étage M. Savage. La voix du juge Field a tranché la salle d'audience comme une lame. Vous n'êtes pas parti à cette procédure. Si vous parlez à nouveau, vous serez déclaré coupable d'outrage. À la fin de l'audience, Jack a senti son téléphone sonner. Un SMS de l'inspecteur Erickson. Mandat d'arrêt signé. Déménagement dans 1 heure. Jack a attrapé Teresa par le bras alors qu'elle quittait la salle d'audience. Je suis désolé d'en être arrivé là. Les yeux de Teresa ont brillé d'une colère soudaine. Désolé, vous avez détruit ma vie. Non, Teresa. Vous avez détruit notre famille. Je fais juste le ménage. Ce n'est pas fini, Jack. Rick ne disparaîtra pas comme ça. Il a des amis, des relations, des gens qui lui doivent des faveurs. Le sourire de Jack était froid. J'y compte. En sortant du tribunal, Jack sentit son téléphone vibrer à nouveau. Cette fois, c'était Tony Shaw. Le colis était livré. La phase 3 était prête. Le plan de l'architecte se précisait. Rick Savage se prenait pour un prédateur, mais il s'était trompé de territoire. Il allait maintenant découvrir ce qui se passait quand on menaçait la famille d'un agent des forces spéciales. Jack se rendit en voiture à l'appartement où Emma l'attendait. Lorsqu'il franchit la porte, elle courut vers lui. Papa. Nancy m'a parlé de l'audience. Je n'ai pas à y retourner. Jamais. Tu restes avec moi pour toujours. Emma le serra fort dans ses bras. Que va-t-il se passer maintenant? Jack regarda par la fenêtre la rue paisible en contrebas. Bientôt, ce morceau volerait en éclats tandis que son plan entrait dans sa phase finale. Rick et Teresa n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Maintenant, ma chérie, nous commençons notre nouvelle vie et papa termine une vieille affaire. Chapitre 7, le dénouement. Le téléphone de Jack a sonné à 6 heures samedi matin. La voix de l'inspecteur Erickson était grave. Major Ford, nous avons un problème. Rick Savage est parti. Comment ça, parti? Nous avons perquisitionné votre domicile ce matin. Nous avons trouvé des preuves de l'opération de jeu. Il a volé tout ce que vous lui aviez fourni. Mais non, Rick, et ce n'est pas tout. Votre femme est morte. Le sang de Jack s'est figé. Malgré tout, Teresa était sa compagne depuis 22 ans. Comment? Un suicide apparent. Des pilules. Mais Jack, quelque chose cloche. La scène semble monter de toutes pièces. Jack était déjà en mouvement, attrapant ses clés. J'arrive. Jack, ne bougez pas. C'est une scène de crime maintenant. Et honnêtement, vous allez être suspect. 1 heure plus tard, Jack était assis dans la salle d'interrogatoire du commissariat. L'inspecteur Erickson et son partenaire, l'inspecteur Santiago d'ailleurs, étaient assis en face de lui. Major Ford, quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Hier, au tribunal. Comment décririez-vous son état émotionnel? Jack réfléchit attentivement à la question. Désemparé, en colère, mais pas suicidaire. Teresa était bien des choses, mais elle n'était pas du genre à abandonner. L'inspecteur d'ailleurs se pencha en avant. Elle venait de perdre la garde de sa fille, son petit ami était arrêté et elle était accusée de mise en danger d'enfant. Cela pourrait pousser quelqu'un au suicide. Ou, dit Jack doucement, quelqu'un pourrait vouloir faire passer ça pour un suicide. Les inspecteurs échangèrent un regard. Vous pensez que Rick Savage a tué votre femme? Je pense que Rick Savage est un homme violent qui vient de tout perdre. Teresa était la seule personne à pouvoir témoigner sur ses activités commerciales. Morte, elle ne peut pas lui faire de mal. Vivante. Elle était un handicap. L'inspecteur Erickson hocha la tête. Nous avons trouvé autre chose. Votre maison a été saccagée. Quelqu'un cherchait quelque chose de précis. L'esprit de Jack s'emballa. Rick vivait dans la maison depuis des mois.
Que pouvait-il bien chercher qu'il n'ait déjà accès? Inspecteur, je dois appeler ma fille. Elle a besoin d'être au courant pour sa mère. Bien sûr, mais Major Ford, ne quittez pas la ville. Jack a appelé Emma depuis le parking. Sa tutrice, Nancy Franco, répondit, Monsieur Ford? Et M est aux toilettes. Tout va bien? Nancy, j'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Teresa est morte. On dirait un suicide, mais je n'y crois pas. Emma est en danger. Oh mon Dieu! Que voulez-vous que je fasse? Préparez une valise pour Emma. L'emmener à l'hôtel en face du commissariat. Inscrivez-vous à votre nom. Je vous y retrouve dès que possible. Jack, que se passe-t-il? La guerre entre Nancy et Emma, c'est le prix. Jack raccrocha et appela immédiatement Tony Shaw. Tony, rapport de situation. Patron, on a un problème. Rick Savage n'a pas simplement disparu. Il est entré dans la clandestinité. Mais il n'est pas seul. Vous vous souvenez de ces relations dont votre femme a parlé? Il s'avère que Rick était l'homme de main de personnes très dangereuses. Quel genre de personnes? Le genre de personnes qui résolvent les problèmes de façon permanente. On dit qu'il leur a dit que vous représentiez une menace pour leur opération. Il ne prévoit pas de vous arrêter, Jack. Il prévoit de vous éliminer. Jack ressentit le calme familier qui accompagnait combat imminent. Combien? 3 professionnels sont arrivés ce matin. Ils ne sont pas du coin, ce qui signifie qu'ils ne connaissent pas le terrain. Mais Jack, ce ne sont pas des amateurs non plus. Où est Rick? Disparu. Mais j'ai autre chose. Avant de mourir, Teresa a passé un coup de fil. Ça a duré 43 minutes. Devinez qui elle a appelé? Jack réfléchissait déjà à toutes les possibilités. Rick, Bingo et Jack. L'appel a eu lieu après votre départ du tribunal, mais avant sa mort. Elle n'appelait pas pour dire au revoir. Jack a tout de suite compris. Teresa n'avait pas appelé Rick pour lui dire au revoir. Elle l'avait appelé pour le prévenir, pour lui parler des preuves que Jack avait fournies à la police. Et Rick avait décidé qu'elle en savait trop. Tony, j'ai besoin que tu ailles retrouver Emma. Assure-toi qu'elle soit en sécurité. J'arrive déjà. Et toi? Jack fixa son reflet dans la vitre de la voiture. L'homme qui le regardait n'était plus le Major Jack Ford. C'était quelqu'un de plus dur. Quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Je pars à la chasse. Le premier arrêt de Jack était Tyrone Temple Gym. Il a été fermé, mais cela ne l'avait jamais arrêté auparavant. À l'intérieur, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait. Le bureau de Rick a rempli des dossiers du circuit de combat souterrain, des opérations de requins solitaires et, surtout, des noms et adresses des associés. Parmi les journaux, Jack a trouvé quelque chose d'intéressant. Une police d'assurance sur la vie de Teresa a retiré il y a seulement 2 semaines avec Rick comme bénéficiaire. La signature de Teresa semblait précipitée, peut-être forgée. Son téléphone a bourdonné. Un texte d'un numéro inconnu. Ta femme a crié comme un cochon avant sa mort. Votre fille est la prochaine à moins que vous ne reculez. Jack a regardé le message pendant un long moment, puis a tapé. Je viens pour toi. La réponse est venue immédiatement. J'attendrai. District d'entrepôt, Pier 47, minuit. Venez seul ou l'enfant meurt. Jack a empoché le téléphone et a rassemblé les preuves du bureau de Rick. Il était temps de mettre en œuvre la phase finale de son plan. Rick pensait qu'il attirait Jack dans un piège. Il ne savait pas qu'il entrait dans un lui-même. Chapitre 8. La tempête parfaite. Jack est arrivé à l'hôtel pour trouver Emma dévastée par la nouvelle de la mort de sa mère. Malgré tout ce que Teresa avait fait, elle était toujours la mère d'Emma. Je sais que maman a fait des erreurs. Emma sanglotait dans les bras de Jack. Mais je l'aimais toujours. Bien sûr que vous l'avez fait, ma chérie. C'est ce qui vous rend meilleur que les gens qui la blessent. Nancy Franco était assise à proximité, son visage pâle mais déterminé. Jack. Emma ne devrait pas être seule pour le moment. Elle ne le sera pas. Mais je dois d'abord m'occuper de quelque chose. Jack se tourna vers Tony Shaw, qui était arrivé avec une sécurité supplémentaire. 2 anciens opérateurs des forces spéciales ont nommé Clint Jennings et Abel Price. Messieurs, voici la situation.
Rick Savage a tué ma femme et prévoit d'éliminer ma fille et moi. Il a une aide professionnelle et il pense qu'il m'a fait cuire. Tony a étudié la disposition tactique du quartier de l'entrepôt sur l'ordinateur portable de Jack. C'est une bonne zone de mise à mort. Plusieurs voies d'évasion, accès à l'eau, beaucoup d'endroits pour masquer les tireurs, c'est pourquoi nous sommes ne pas jouer à son jeu. Jack a ouvert un schéma détaillé du complexe d'entrepôt. Je planifie cela depuis 3 jours. Rick pense qu'il appelle les coups de feu, mais il est sur le point de se lancer dans une opération coordonnée. Abel Price, un homme compact aux yeux pointus, se pencha en avant. Quel est l'objectif? Rick Savage et ses associés disparaissent en permanence, mais il doit ressembler à une violence de gang, pas à une action militaire. Ces hommes sont des criminels qui se sont faits ennemis dans les mauvaises affaires. Jack a décrit son plan avec la précision d'un briefing militaire. La première phase impliquerait que le détective Erickson découvre des preuves que les associés criminels de Rick l'avaient tourné contre lui. La phase 2 serait la confrontation de l'entrepôt où la propre cupidité et l'arrogance de Rick seraient tournées contre lui. La troisième phase serait le nettoyage et assurer la sécurité permanente d'Emma. Jack Tony a dit tranquillement, ce n'est pas la Syrie. C'est un sol américain avec les lois américaines. Rick Savage a battu ma fille presque à mort, a assassiné ma femme et menace de tuer mon enfant. Il a perdu la protection du droit américain lorsqu'il a déclaré la guerre à ma famille. Nancy Franco, qui avait écouté tranquillement, a parlé. Monsieur Ford, je comprends votre colère. Mais Nancy, il y a 3 jours, tu m'as dit que tu avais vu une mère participer à la planification de dommages à son enfant. Vous avez dit que cela ne se terminait pas bien pour personne impliquée. Que vouliez-vous dire? Le visage de New York s'assombrit. La mère est décédée dans une fusillade d'un gang. Le petit ami a disparu. L'enfant est allé vivre avec des proches hors de l'État. Et qui s'est arrangé pour que le gang soit au bon endroit au bon moment? Nancy rencontra les yeux de Jack. Le père, il était détective de police. Jack hocha la tête. Parfois, le système échoue. Parfois, la justice nécessite des solutions créatives. À 2200 heures, Jack a embrassé Emma un au revoir. Je reviendrai avant le matin, chérie. Papa, soyez en sécurité. Je suis toujours. Mais alors que Jack quittait l'hôtel, il ne pensait pas à la sécurité. Il pensait au quartier des entrepôts, à l'arrogance de Rick Savage et à l'application précise d'une force écrasante. L'architecte avait conçu quelque chose de beau, un piège qui éliminerait les menaces tout en semblant être le résultat inévitable des intestinaux criminels. Tony Shaw et son équipe étaient déjà en position. Le détective Erickson avait découvert des preuves que les associés de Rick prévoyaient de l'éliminer pour protéger leur opération. Plusieurs unités répondaient au rapport d'activité des gangs dans le district de l'entrepôt. Rick Savage pensait qu'il était sur le point de tuer un père de soldats en deuil. Au lieu de cela, il était sur le point de découvrir ce qui s'est passé lorsque vous avez menacé la famille d'un agent des opérations spéciales. Jack a vérifié sa montre. 2300 heures. Il est temps d'aller à la chasse. Chapitre 9. La dette sanguine recueillie. Jack est arrivé à Pire 4715 minutes en début en utilisant des compétences affinées pendant des années d'opérations secrètes pour étudier le champ de bataille. Rick avait bien choisi l'emplacement, un entrepôt abandonné avec plusieurs niveaux, de nombreux cachettes et un accès à l'eau pour l'évasion. C'était le genre d'endroit où les corps ont disparu et les enquêtes sont mortes. Grâce à l'imagerie thermique, Jack a identifié 4 signatures thermiques. Rick et 3 autres ont positionné comme des tireurs sur des positions élevées. C'étaient des professionnels, mais ils avaient fait une erreur critique. Ils avaient supposé qu'ils chassaient un homme ordinaire conduit par le chagrin et le désespoir. La radio de Jack Kea. Rapport Overwatch. La voix de Tony Shaw crépitait à travers l'écouteur. 3 tireurs ont confirmé. L'objectif est dans la position du sol de l'entrepôt principal. Il a un itinéraire d'évasion vers l'eau. Réponse de la police. Le détective Erickson a des unités organisées de blocs. Anonyme Apport est venu sur l'activité des gangs. Ils se déplaceront sur votre signal. Rappelez-vous, messieurs, cela doit ressembler à un nettoyage des entreprises criminelles. Les propres associés de Rick se retournent contre lui. Jack s'est approché de l'entrepôt à travers un itinéraire qui le conduirait devant chaque position de tireur. Le premier tireur, positionné dans un bureau du 2e étage, ne l'a jamais vu venir. Le couteau de Jack a trouvé la gorge de l'homme avant qu'il ne puisse faire un bruit.
Un vers le bas. Le deuxième tireur s'est accroupi derrière des machines sur le sol de l'entrepôt. A eu le temps de se tourner avant la toux du pistolet supprimé de Jacques 2 fois. Les coups de feu ont été placés pour simuler une exécution d'un gang professionnel à proximité. 2 vers le bas. Le troisième tireur a en fait tiré un coup, mais il tirait sur Shadow. Jacques avait appris il y a longtemps que des hommes comme celui-ci s'attendaient à ce que leurs victimes se comportent de manière prévisible. Il n'était pas préparé à quelqu'un qui a bougé comme de la fumée et a frappé comme une foudre. Gratuit. Rick Savage se tenait au centre du sol de l'entrepôt, se tournant en rond alors qu'il réalisait que sa sauvegarde avait disparu. Il tenait un pistolet, mais ses mains tremblaient. « Où es-tu, soldat boy ?» La voix de Rick résonna dans l'espace vide. « Venez. Finissons ceci. » Jacques entra dans la lumière, sa propre arme éloignée. Il voulait que Rick voie son visage pour comprendre ce qui se passait. « Bonjour, Rick. » Rick tourna, levant son pistolet. « Vous, j'aurais dû vous tuer en premier. Tu aurais dû laisser ma fille seule. Cela a eu ce qu'elle méritait. Et votre femme a également obtenu ce qu'elle méritait. » La voix de Jacques est restée calme. « Parlez-moi de Teresa. Elle m'a appelé en pleurant sur la façon dont vous alliez tout détruire. A dit qu'elle me donnerait tout ce que je voulais si je l'aidais à disparaître. » Le sourire de Rick était moche, alors je l'ai aidé à disparaître en permanence. Et vous pensiez que la tuer résoudrait vos problèmes. Elle en savait trop sur l'entreprise, sur l'argent, sur tout. Les femmes mortes ne peuvent pas témoigner. Jacques acquiesça lentement. Tu as raison. Ils ne peuvent pas. Rick leva son pistolet. Il est temps de la rejoindre, soldat boy. Le tir résonna à travers l'entrepôt, mais ce n'est pas Rick qui a tiré. Le détective Erickson et 3 officiers ont éclaté à travers l'entrée principale, des armes tirées. Déposez votre arme. Rick se tourna vers la police, son pistolet levé. Les policiers ont tiré simultanément. Savage de Rick s'est effondré, son corps frappant le béton avec un bruit sourd. Le détective Erickson a approché soigneusement Jacques. Major Ford, êtes-vous blessé? Je vais bien, détective. Que s'est-il passé ici? Jacques a fait un geste vers les corps des 3 hommes armés. On dirait que Rick et sa associate a décidé qu'il était trop responsable. Violence des gangs. Ces choses se produisent dans les entreprises criminelles. Le détective Erickson a étudié la scène avec des yeux professionnels. 3 hommes armés professionnels ont tous tourné le style d'exécution. Rick Savage a tué tout en menaçant des policiers. C'était propre, justifié et complètement légal. Nous aurons besoin de votre déclaration. Bien sûr. Alors que la police traitait les lieux, Jacques se dirigea vers les vitrines surplombant le port. Son téléphone a bourdonné. Un texte de Tony Shaw. Colis livré. Emma est en sécurité. Mission complète. Jacques regarda l'eau noire, pensant à Teresa, sur les 22 années qu'ils avaient partagées, de la femme qu'elle avait été avant que Savage de Rick ne la corrompe. Il n'a ressenti aucune satisfaction dans sa mort, seulement une certitude froide selon laquelle la justice avait été rendue. Son téléphone a sonné. La voix d'Emma était petite et effrayée. « Papa, ça va? J'ai entendu des sirènes. Je vais bien, ma chérie. C'est fini. Rick ne peut plus blesser personne. Que se passe-t-il maintenant? » Jacques a regardé son reflet dans la fenêtre de l'entrepôt. L'homme qui regarde en arrière n'était plus le major Jacques Ford, responsable des opérations spéciales. Cet homme était mort au moment où Emma a appelé de l'hôpital. C'était quelqu'un de nouveau. Un père qui avait protégé son enfant par tous les moyens nécessaires. Maintenant, nous rentrons chez nous. Je nous achète une maison loin d'ici. Quelque part, vous pouvez être en sécurité et heureux. Juste nous. Juste nous, ma chérie. Vous et moi contre le monde. Alors que Jacques quittait l'entrepôt, il pensa aux fondations sur lesquelles il avait construit sa vie. Devoir, famille et honneur. Rick Savage et Teresa avaient essayé de détruire cette fondation, mais ils ne l'ont fait que renforcer. Différent peut-être. Forgé de sang et tempéré par la trahison, mais incassable. Emma l'attendait à l'hôtel, en sécurité dans les soins de Nancy Franco. Elle a couru vers lui quand il a franchi la porte, et Jacques a tenu sa fille près, respirant l'odeur de ses cheveux. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tout dans ce monde. »
L'architecte avait terminé sa conception finale. Rick Savage était mort. La trahison de Teresa avait été répandue. Et Emma était en sécurité. La dette avait été payée en totalité. Jack Ford avait appris que certaines fondations une fois brisées ne pouvaient jamais être réparées. Mais parfois, à partir des décombres de l'ancien, vous pouviez construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose qui ne se casserait plus jamais. C'est là que notre histoire touche à sa fin.